remercie pour sa présence à Bordeaux. Je vais donner quelques informations sur les rencontres d'Hippocrate, la genèse, et puis je vais donner quelques informations techniques. Donc d'abord, je suis Sébastien Clément, je suis le producteur des rencontres d'Hippocrate et je suis également le directeur des publications de la maison d'édition Les Études Hospitalières. Donc vous avez de la documentation qui a été remise. Les rencontres d'Hippocrate ont été créées en 2010 par la volonté de la faculté de médecine de l'Université Descartes de s'ouvrir à l'Institut. Et ces rencontres ont été reprises depuis maintenant 4 ans sur Bordeaux, grâce à la confiance du professeur Christian Hervé. Et nous avons aujourd'hui, donc depuis 4 ans, la possibilité de faire ces rencontres grâce, je dirais, à l'initiative et au soutien des co-organisateurs, parce que ces journées ne pourraient pas se faire sans nos organisateurs qui nous font confiance. Donc l'Université de Bordeaux avec la faculté de médecine et la faculté de droit, et également le conseil départemental de l'ordre des médecins. Donc ça c'est très important, c'est ces 3 personnes, ces 3 institutions qui nous permettent de poursuivre cette volonté d'ouvrir les échanges et les débats avec des personnalités du monde de la santé, politique, des sciences humaines et sociales, pour venir débattre avec vous. C'est la volonté de ces rencontres d'Hippocrate. Les prochaines rencontres de ce semestre auront lieu le 25 mars, lundi 25 mars, et le thème est l'intelligence artificielle en santé. David Cluson viendra débattre avec vous de ce thème. Les rencontres d'Hippocrate également ne peuvent se produire que grâce au soutien financier du groupe Pasteur Mutualité. Je remercie son président départemental, le docteur Leduc, et je remercie également son directeur des relations des partenariats, Jean-Christophe Lamouillat. Merci pour sa confiance. Et ainsi que le partenaire, la Fondation Anthony Minguenet. Je remercie la Fondation dont la vocation est la promotion et la prise de conscience des valeurs d'éthique. Voilà, donc ce que je peux dire également, c'est que ces rencontres sont filmées. Vous avez la possibilité de retrouver à travers notre vidéothèque sur le site qui est mentionné l'ensemble de nos rencontres. Et ces rencontres seront mises en ligne à peu près dans une dizaine de jours, vous serez informés. Ces rencontres vont être également... il y aura un compte-rendu écrit qui va être élaboré en partenariat avec l'Association des étudiants du droit de la santé. Donc je remercie Laurent Bloch, le professeur Laurent Bloch, qui va assurer en plus la modération de cette rencontre. Je le remercie, et qui est co-directeur du Master 2 de droit de la santé. Voilà, je vais laisser à présent la parole à Laurent Bloch, et je vous remercie pour votre présence, pour votre fidélité, et nous terminerons à 20h30. Voilà, je vous remercie. Bonsoir à tous, juste quelques mots pour m'associer au remerciement de Sébastien Clément et notamment professeur Christian Hervé qui m'a passé le relais pour modérer ces journées ou ces soirées d'Hippocrate en province, puisque c'est lui qui a créé ces journées à Paris 5. Je voulais le remercier. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Axel Kahn. C'est à la fois, je dirais, très facile et très difficile de le présenter. Très facile parce que tout le monde le connaît. Très difficile parce que tout le monde le connaît. Voilà, dire que simplement ce que je voudrais dire, c'est souligner 2 de ses qualités, c'est-à-dire l'extrême gentillesse et simplicité avec laquelle il a accepté notre invitation ce soir pour nous éclairer sur une question ô combien délicate. Il y a 2 types de scientifiques, ceux qui font des découvertes et puis qui finalement se désintéressent totalement de leurs découvertes.
en la posant sur le marché, et puis la société en fera ce qu'elle voudra. Et puis il y a des scientifiques un peu plus concernés par le sort de leur innovation, de leur découverte. Incontestablement, Axel Kahn appartient à cette catégorie-là, de scientifiques raisonnables, de scientifiques responsables, concernés par le sort de leur découverte. Et en matière de génétique, sans doute plus qu'ailleurs, le principe de responsabilité est évidemment très fort. Il faut bien mesurer que nous sommes, je dirais, la première espèce à être capable de se modifier elle-même, ce qui nous donne une responsabilité très forte envers nous-mêmes, mais également envers, je dirais, les générations futures, car les choix qui seront faits aujourd'hui impliquent évidemment la destinée de nos enfants, mais également la destinée de notre espèce, ni plus ni moins. Et la génétique, là aussi, ce que je voudrais souligner, c'est qu'elle est c'est une source de promesses. On ne peut pas s'interdire de travailler, de réfléchir à cette question-là. Maintenant, il faut quand même être extrêmement prudent. Il ne faut pas oublier que les doctrines ou les théories les plus mortifères du 19e ou 20e siècle ont pu reposer sur un alibi génétique pour tenter de justifier l'injustifiable. Donc lorsqu'on va sur ce terrain-là, il faut toujours bien réfléchir au sens de l'aventure. Et pour paraphraser Rabelais ou Bergson, qui ont dit ou ont fait dire que le rire était le propre de l'homme, j'aurais tendance à dire également que le pire est le propre de l'homme. Donc attention, soyons extrêmement prudents sur ce terrain. Et donc il est très important que nous ayons un éclairage d'un scientifique compétent, réfléchi, intelligent sur la question. Et évidemment, on ne pouvait pas tomber mieux avec le professeur Axel Kahn. Donc je m'efface très rapidement pour lui laisser la parole et je reviendrai pour lui reprendre et lui redonner au gré des fonctions de la salle. Merci beaucoup, professeur Bloch, monsieur Clément, pour ces présentations. Et je vais d'entrée de jeu, mesdames et messieurs, chers collègues, je vais d'entrée de jeu vous révéler la raison pour laquelle, en effet, j'appartiens à la catégorie des scientifiques qui ne se désintéressent pas des conséquences sociales, morales, économiques de leur science. Beaucoup d'entre vous peut-être le savez si vous m'avez lu. Ma vie quand j'avais 26 ans était déjà jeune médecin, a pris un tour différent de ce qu'il eût été sans cet événement. C'est le suicide de mon père qui se jette d'un train en me laissant une lettre sur la banquette qu'il avait quittée, qui se termine par l'injonction « Sois raisonnable et humain ». Et toute ma vie durant, j'ai cherché à comprendre ce qu'il avait voulu m'enjoindre par là. Devenant généticien, j'ai cherché bien évidemment à être le meilleur généticien possible, c'est-à-dire à enrichir cette discipline magnifique. Mais en même temps, mon père était philosophe, moi-même fort curieux d'histoire, mon frère Jean-François, le journaliste, était historien de ce temps-là. Je n'ignorais pas ce que vous a dit le professeur Bloch tout à l'heure. C'est-à-dire que cette science relativement neuve, qui naît avec la publication des travaux de Johann Gregor Mendel en 1985, est de toutes les sciences, celle qui a été le plus utilisée comme fondement d'idéologie anti-humaniste. Le professeur Bloch a rappelé, et c'est vrai, que la meilleure définition du nazisme est un fascisme qui prétend reposer sur des bases scientifiques la génétique.
Le nazisme, c'est cela, profondément. D'entrée de jeu, il faut que j'explique la raison de cette sensibilité exquise de la génétique aux assauts des idéologies mortifères contre lesquelles je ne pouvais que m'efforcer de combattre si je voulais suivre l'injonction paternelle, être raisonnable et humain. C'est que cette science de la transmission des caractères héréditaires, telle est la définition de la génétique, dit l'essentiel de ce sur quoi portent les idéologies qui s'intéressent à l'homme, et souvent pour le stigmatiser ou en stigmatiser certains. Elle dit les origines, elle dit les lignages familiaux ou ethniques, elle dit les caractéristiques, les propriétés, et notamment celles qui sont transmises. On est avec ces objets de la génétique quand il s'agit de génétique humaine, on est au cœur de ce à quoi s'intéressent sur ce plan-là ces idéologies qui seront l'eugénisme, la théorie synthétique de l'évolution transposée dans l'espèce humaine, l'évolutionnisme, la morale évolutionniste du philosophe Herbert Spencer, contemporain de Charles Darwin, etc., etc. Tout généticien, tout étudiant doit comprendre cela. Et il doit se persuader de ce que, en réalité, sans doute, du fait de ces objets, il n'est pas possible que la génétique évite cette extraordinaire sensibilité à la récupération idéologique. Ça fait partie du package. Le généticien qui s'engage dans la recherche génétique va faire de son mieux, naturellement, mais devra faire face, en pleine conscience, avec cette histoire, ce présent et ce futur. Ces éléments étant rappelés, je vais d'emblée franchir près de, pas tout à fait, 150 ans, un peu moins de 150 ans, pour arriver au temps moderne. Aujourd'hui, où en est-on? Et c'est à partir de ces avancées actuelles que nous essaierons de voir quelles sont les questions qui se posent, quelles sont d'ores et déjà les mauvaises interprétations, et ce en quoi ces mauvaises interprétations sont effectivement utilisées à des fins idéologiques, politiques, etc. Le code génétique, chacun le sait, dépend de l'enchaînement des constituants fondamentaux d'une molécule, pour faire simple, c'est un peu plus compliqué que ça, mais pour faire simple, d'une molécule qui est l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, constituée par conséquent de 4 éléments de base. Les médecins savent bien ça, même les juristes qui s'intéressent au droit de la santé aussi, les autres, je l'énumère, A, C, G ou T, et par conséquent ce qu'on appelle le séquençage du génome, ce pourrait être A, C, C, G, T, T, A, G, T, C, et cela environ 2 fois 3 milliards de fois. Ça, c'est un génome humain. Cet enchaînement de ces 4 lettres, dont l'enchaînement, l'ordre, la succession, contient le message, est connu maintenant depuis la fin des années 90, depuis 1990 chez l'homme, et a été tout à fait amélioré,
et est connu chez des dizaines et des dizaines et des dizaines d'espèces vivantes, bactériennes, végétales et animales. La première fois que l'on a séquencé le génome humain, cela a été une grande aventure, tellement une grande aventure que on l'a comparé à l'arrivée de l'homme sur la Lune, comme quelque chose d'extraordinaire, un nouveau continent qui était atteint par l'humanité. Et c'est difficile de dire exactement les sommes qui ont été investies dans ce premier succès. Plusieurs équipes étaient parvenues à séquencer en parallèle le génome, mais c'est de l'ordre de centaines de millions de dollars. Ces méthodes de séquençage ont extraordinairement progressé, se sont simplifiées. Et aujourd'hui, séquencer un génome aussi compliqué, aussi gros qu'un génome humain, revient à environ 1 000 $, 800 €. Et il y a fort à parier que dans pas longtemps, on pourra séquencer le génome humain pour 200 €. C'est-à-dire qu'à terme, n'importe qui le souhaite aura, s'il le désire, téléchargé sur un iPhone dont la mémoire sera supérieure, évidemment, à 64 mégabases, c'est le cas aujourd'hui, mais on sera rapidement à 128, etc. Donc de quoi arriver à déverser la séquence d'un génome, de telle sorte que les personnes, si elles le souhaitent, pourront sortir leur iPhone, le brancher sur le terminal de leur médecin, qui le connaîtra et en tirera les conséquences possibles. Nous y reviendrons. Ça, pour ce qui concerne les progrès dans la connaissance du programme génétique des personnes. Cette connaissance et sa maîtrise posent déjà des questions tout à fait considérables sur lesquelles je reviendrai. Et ce sera la première partie de mon exposé. La deuxième partie de mon exposé sera consacrée au progrès dans la modification des génomes. On peut connaître le génome, mais on peut également vouloir le modifier, soit pour corriger les anomalies responsables de maladies génétiques, soit alors pour conférer à des lignages humains à naître de nouvelles propriétés, de nouvelles caractéristiques considérées comme des propriétés avantageuses. Les deux objectifs, d'une part, l'homme réparé génétiquement, et d'autre part, l'homme augmenté génétiquement. Cet homme augmenté génétiquement est l'un des versants, l'un des composants du grand courant transhumaniste, qui est aujourd'hui dans le monde entier, j'y reviendrai, d'une puissance absolument considérable. Donc il me faut, dans l'heure qui m'est impartie, essayer avec vous de vous parler de tout cela. Avant que de me lancer, tout d'abord, un élément scientifique intellectuel, général, d'une extraordinaire importance. C'est ce code génétique, ce génome. Qu'est-ce qu'il code ? Lorsque le premier génome humain, d'ailleurs avant même qu'il ne soit séquencé, lorsque Watson et Gilbert ont lancé l'idée du séquençage du génome humain, Walter Gilbert, a dit « Il s'agit pour nous de déchiffrer le grand livre de la vie humaine ». Mais qu'est-ce que c'est que la vie humaine ? La vie humaine, par exemple, la vie humaine d'un célèbre
concitoyen landais qui ensuite est venu à Bordeaux, qui après avoir été chef d'un parti, a assisté un président de la République, a dirigé un parti, est devenu maire de Bordeaux et sera bientôt au Conseil constitutionnel. La vie humaine, c'est évidemment les choix qu'il a faits. Le choix qu'il a fait de quitter les Landes, de venir à Bordeaux. Ensuite, après des difficultés, la manière dont il s'en est tiré, la manière dont il avait d'être droit dans ses bottes, la manière dont il a décidé de reprendre le flambeau de Jacques Chambon-Delmas, c'est-à-dire de tout changer de ce que faisait Jacques Chambon-Delmas, pour le grand bien de Bordeaux, il faut dire. Et puis, après d'autres déceptions, d'autres difficultés, le choix qu'il a fait d'aller au Conseil constitutionnel. Est-ce que tout ça, c'est dans son génome? Ben non. Et pourtant, si je parle d'Alain Juppé, c'est ça qui nous intéresse le plus. Honnêtement, les chances qu'il a d'avoir tel ou tel problème le regardent lui, ses proches qui l'aiment. Mais nous autres, citoyennes et citoyens, si nous nous intéressons à la vie d'Alain Juppé, c'est quelques éléments et tous les autres qui nous importent. La vie de l'homme, la vie de la femme, c'est ça. Eh bien ça, c'est pas dans les gènes. Ça, c'est pas dans le génome. Et donc, la présentation selon laquelle le déchiffrage du génome humain équivaudrait au déchiffrage du grand livre de l'homme est une présentation totalement fallacieuse et déjà idéologique. Il faut éviter une erreur considérable. Vous connaissez tous cette injonction qui était inscrite, dit-on, sur le plus grand temple de Delphes et que citait souvent le maître de Platon, Socrate. Connais-toi toi-même. Si vous connaissez votre génome, vous ne vous connaîtrez pas tellement mieux vous-même, et en tout cas, jamais la réalisation de cette injonction ne passera par la connaissance de votre génome uniquement. Contrairement à ce que certains pourraient laisser accroître. Alors, qu'est-ce qu'il code, le génome? Que code-t-il? Le génome ne code pas un destin. Le génome n'a pas codé le destin d'Alain Juppé, il n'a pas codé le destin d'Emmanuel Macron, il n'a pas codé le destin des jeunes femmes, des moins jeunes femmes, des jeunes hommes, des moins jeunes hommes qui sont ici, il n'a pas codé mon destin à moi. En revanche, les gènes codent des propriétés. La plupart du temps, les gènes codent des protéines. Les protéines sont les briques, les constituants principaux de la structure et du fonctionnement des cellules vivantes. Les organismes vivants sont faits de cellules vivantes, et donc les gènes codent des propriétés des cellules vivantes et par cet intermédiaire-là, des organismes vivants. Mais une propriété n'est pas un destin. Bien entendu. Pour vous faire toucher du doigt la différence entre une propriété et un destin, prenons des exemples dans le monde inanimé, il est plus simple. Prenons deux véhicules. Une antique 2 chevaux à la tôle si fine et qui, rencontrant le premier obstacle, se plie en accordéon immédiatement, ou bien un char d'assaut qui, sans être écorné même, va renverser des arbres ou des murs. Ces deux véhicules ont des propriétés très différentes. Mais si ces propriétés, si ces véhicules jamais ne rencontrent un obstacle, non, ils continueront de rouler. Par conséquent, les propriétés de résistance n'indiquent rien du destin de ces deux véhicules. Le destin est la résultante, dans le domaine du vivant, d'un être qui est doté de propriétés, en grande partie, pas uniquement, mais en grande partie du fait de ses gènes, et d'un environnement qui, lui, n'est pas génétiquement déterminé. Et c'est la raison pour laquelle
les gènes ne peuvent pas coder un destin. C'est vrai pour tous les gènes. Je vais vous donner un exemple qui est extrêmement évocateur. À la fois de la dérive qui a suivi, évidemment, les progrès en génétique, et également de ce que font réellement les gènes. En 2007, avant les présidentielles, dans Philosophie Magazine, l'un des candidats, Nicolas Sarkozy, s'était opposé à un philosophe qui, de ce temps-là, était plutôt gauchiste. Vous voyez, on évolue. Michel Onfray. Et Michel Onfray, dans la tradition de la pensée de gauche, disait que dans les débordements, dans les dérives comportementales des citoyennes et des citoyens, ce que les juges ont à juger, les avocats à défendre, les gènes n'étaient pour rien et la dureté de la société était pour tout. Déterminisme social et non pas de nature. Alors que dans la grande tradition de la pensée de droite européenne, Nicolas Sarkozy disait et affirmait l'inverse. C'est-à-dire que dans tous ces désordres comportementaux, les désordres et la dureté de la société ne jouaient qu'un petit rôle et que les différences de nature étaient fondamentales. C'est bien normal d'ailleurs que cette idéologie ait tant été portée, le soit toujours, par la pensée traditionnelle de la droite, c'est que la droite est traditionnellement le plus souvent au pouvoir, plus souvent que la gauche. Et donc, comme elle est plus souvent au pouvoir, elle pourrait éventuellement être tenue responsable d'une société, et par conséquent, si c'était elle qui entraînait des anomalies comportementales, de ces comportements anormaux. Alors que d'affirmer bien haut qu'il n'en est rien et que ce ne sont que des différences au départ de nature, est déculpabilisant a priori. Donc on comprend bien quelle peut être la position des uns et des autres. Immédiatement, dans ces cas-là, ça fait 30 ou 40 ans que ça dure, toutes les télévisions du pays, quand il y a un coup pareil, interrogent Axel Kahn. Et donc, on m'a demandé ce qu'il fallait en penser. Et j'ai dit, écoutez, ils ont tous les deux tort. En réalité, ils ont tous les deux tort. Parce que oui, naturellement, ce serait tout à fait extraordinaire que les comportements ne soient en rien influencés par les gènes, c'est-à-dire par les propriétés de notre cerveau. Ça serait invraisemblable. Notre cerveau a des fonctions, certaines de ces fonctions se manifestent par des comportements, et il faudrait imaginer que le seul organe dont le fonctionnement n'a rien à voir avec les propriétés, donc les gènes, serait le cerveau. C'est absurde. C'est profondément absurde. En revanche, le candidat Nicolas Sarkozy a totalement tort aussi. Parce que l'environnement, et en particulier l'environnement social, naturellement, a une responsabilité tout à fait considérable. Et j'ai même ajouté, la gravité de l'erreur de Nicolas Sarkozy me semble plus grave, plus importante que celle de la gravité de Michel Onfray. Parce que lui, il va devenir peut-être président de la République, il était favori. Et donc, dire ce qu'il dit, c'est se disculper à l'avance de ces désordres dont certains pourraient être influencés par la société qu'il va contribuer à édifier. Donc, vous voyez, le débat est extrêmement ancien et a une composante politique extrêmement forte. C'est normal. Je reviens à mon exemple. Au départ, ça donne raison à Nicolas Sarkozy. Dans une famille hollandaise, on observe deux choses. D'abord que les hommes sont avec une immense fréquence des délinquants sexuels, des agresseurs sexuels.
et d'autre part, il y a une mutation qui est l'inactivation d'un gène qui code une enzyme. Cette enzyme est la monoamine oxydase A. Ce gène est sur le chromosome X, et donc le déficit en monoamine oxydase A, comme pour l'hémophilie, comme pour la myopathie, est beaucoup plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. Donc, quand les hommes ont cette mutation inactivatrice, sont déficients en MAOA, avec une immense fréquence, ce sont des agresseurs sexuels. En revanche, quand ils n'ont pas cette mutation, ça va. Ils ne sortent pas de la moyenne. Tous les hommes sont un peu, hein. Mais ils ne sortent pas de la moyenne. Et alors, je me rappelle, très bien, les journaux ont titré « On a trouvé le gène du crime ». Nicolas Sarkozy avait raison. Nicolas Sarkozy avait raison. Sauf qu'ensuite, on s'est mis à rechercher, non pas forcément le déficit, mais à essayer de corréler la fréquence de la délinquance avec le fait d'avoir hérité de gènes à très forte activité ou à très faible activité. Donc on se serait attendu à ce que chez des gens qui ont hérité des formes du gène de MAOA à très faible activité, le passage à l'acte délictueux soit beaucoup plus élevé que chez les autres. Or, sur des grandes enquêtes internationales, on n'a rien trouvé de tel. Aucun résultat n'était vraiment significatif d'après les règles exigées, les règles statistiques. Alors, ça remonte à au moins il y a une quinzaine d'années, une équipe américaine a mené une étude tout à fait passionnante. Elle a établi une corrélation à double entrée. Ce que l'on cherche, c'est le passage à l'acte délictueux. Les deux entrées, c'est des entrées de deux déterminants. Le déterminant génétique, avoir hérité un allèle, ce qu'on appelle allèle, c'est une forme de gène, un allèle MAOA à faible ou à forte activité, et d'autre part, un fait de culture, un fait de l'environnement, le fait d'avoir été ou non un enfant maltraité. Ça fait très longtemps, que l'on sait que les enfants maltraités sont avec une assez grande fréquence des adultes maltraitants. Ça, c'est parfaitement bien établi. Et d'ailleurs, dans les jugements, régulièrement, pour essayer d'obtenir des circonstances atténuantes d'un agresseur, on va indiquer combien il a été un enfant malheureux et combien il a été lui-même maltraité. D'ailleurs, c'est une forme de plaidoirie qui est tout à fait légitime. C'est un déterminant psychologique qui est fort. Et donc, on a regardé parmi les gens qui avaient hérité d'un allèle à très forte activité. Par ailleurs, parmi ces gens-là, ceux qui avaient une enfance heureuse et ceux qui avaient une enfance malheureuse. Dans ces conditions-là, le fait pour les enfants d'avoir une enfance heureuse ou malheureuse n'influait pas tellement la fréquence du passage à l'acte délictueux. En revanche, chez les enfants qui avaient hérité d'un allèle d'une forme à faible activité, alors là, quand ils avaient eu une enfance heureuse, non, ils n'étaient pas plus particulièrement promis à de devenir des délinquants. Mais si en plus ils avaient hérité de cet allèle à faible activité de l'enzyme monoamine oxydase, alors là, ils étaient entre 5 et 8 fois plus délinquants que la moyenne de la population. La conclusion est tout à fait évidente. Ce gène MAOA, le déficit, n'est pas un déterminant du crime. C'est un déterminant qui augmente la susceptibilité à l'effet criminogène d'une enfance malheureuse. Ça, c'est une propriété. Avoir une enfance malheureuse comporte
un stress psychologique considérable, on est variablement résistant à ce stress psychologique. Ceux qui sont les plus résistants n'ont pas de conséquences, MAOA élevé. Ceux qui sont les moins résistants, effectivement, ont un risque accru de devenir des délinquants. Ce modèle-là vaut pour tous les gènes, et c'est une vérité fondamentale à comprendre quand on parle de génétique. C'est même vrai des gènes qui rendent toujours malades. On parle dans notre jargon de pénétrance. Quand la mutation d'un gène entraîne toujours une maladie ou toujours un signe particulier, quand ce n'est pas un gène de maladie, on dit qu'il est à pénétrance forte, à pénétrance absolue. Si j'ai une mutation d'un gène qui code pour la Huntington, j'aurai une chorée de Huntington dans 100% des cas. Si j'ai une mutation inactivatrice du gène qui code le facteur anti-hémophilique A ou B, et que j'ai hérité de ce gène sur mon unique chromosome X, eh bien je serai dans 100% des cas hémophile. Il n'y a pas de problème. Pareil pour la myopathie. Alors, est-ce que ça n'est pas une contre-évidence à ce que je viens d'affirmer? Non, ça n'est pas une contre-évidence. Imaginons quelqu'un qui est myopathe ou bien qui est hémophile. La myopathie commence à détruire les muscles à l'âge de la marche, parce que l'âge de la marche comporte des efforts et donc des tensions mécaniques sur les muscles qui sont fragiles et qui se mettent à dégénérer à toute vitesse. L'hémophilie, dès qu'il y a un choc, soit articulaire, soit une coupure, soit un choc, l'hémorragie est importante, la coagulation se fait mal. Mais si vous imaginez ces personnes vivant comme ça, dans l'espace en apesanteur, sans qu'il puisse y avoir quelque effort que ce soit et quelque choc, sans doute, ils seraient certes hémophiles et myopathes, mais il n'y aurait aucune conséquence sur le corps. Aucune. Donc, en réalité, les gènes à pénétrance totale, ce sont des gènes qui modifient une propriété qui, une fois modifiée, est incompatible avec la vie dans le seul environnement que l'on peut connaître. Dans ces cas-là, évidemment, on est toujours malade. Mais un gène code des propriétés. Il ne code pas un destin. Voilà. Cela étant dit, quel problème pose cette connaissance du génome? Les problèmes sont tout à fait importants. Je vous l'ai dit, la facilité, la diminution des coûts et la pression culturelle laissent à supposer que de plus en plus de personnes connaîtront énormément de déterminants de leur génome. On voit très bien que dans l'assurance, dans le prêt bancaire pour l'achat d'une maison, dans l'embauche, si les embaucheurs, si les prêteurs, si les assureurs, pour évaluer leurs risques, évaluent également les prédispositions génétiques, ça aboutit à un résultat qui est perturbant d'un point de vue social, puisque cela aboutit à ce que les personnes qui, à la grande loterie de l'hérédité, ont tiré les mauvais lots, par malchance, sont condamnés à la double peine. D'une part, ils ont tiré les mauvais lots, et d'autre part, comme toute la société est au courant qu'ils ont tiré les mauvais lots, ils sont gravement brimés dans l'exercice de leur citoyenneté. Leur prime d'assurance augmente, beaucoup de métiers leur sont barrés, et on leur refuse des prêts pour acheter une maison. Alors, et là encore, j'ai beaucoup participé à cela, avec en particulier mon ami Alain Kless, j'étais chez lui à Poitiers il y a peu de temps, qui a instruit cette loi-là, une des réformes de la loi de bioéthique.
la loi française indique qu'on ne peut pas se servir de ces renseignements génétiques, demander des tests génétiques, en dehors d'un objectif médical. Cela dit, j'ai toujours prévenu Alain Claes et j'ai toujours prévenu les éthiciens que cette sécurité était extraordinairement faible et qu'elle n'était qu'un ralentissement d'un processus inéluctable. Pour quelle raison? C'est que, prenons l'assurance, mais ce que je dis vaut aussi pour les autres secteurs d'activité. Il existe deux types d'assurance. L'une est basée sur l'égalité et l'autre est basée sur l'équité. La sécurité sociale est basée sur l'égalité. Tout le monde paye pareil et les bons risques qui prélèvent beaucoup moins qu'ils ne payent permettent de compenser les mauvais risques qui prélèvent beaucoup plus qu'ils ne payent. Ça, c'est la sécurité sociale. Mais à côté de cela, il y a toutes les assurances équitables, qui sont très répandues. L'assurance équitable est basée sur le calcul du coût d'une assurance en fonction de l'évaluation du risque. Le modèle extrêmement classique de cela, c'est l'assurance automobile. Si vous n'avez pas eu d'accident depuis 35 ans, et si vous en avez eu 10 dans les 2 dernières années, vous savez bien que le prix de votre prime d'assurance ne sera pas le même. C'est une assurance équitable. En matière d'assurance complémentaire privée, assurance vie, assurance perte d'activité, assurance maladie, c'est pareil. Les assureurs, ils vous demandent à quel âge est mort votre maman, à quel âge est mort votre papa, est-ce qu'il y a de l'hypertension artérielle, y avait-il de l'obésité, y avait-il des maladies. Et donc, que voulez-vous, il essaye, lui aussi, d'apprécier. Et tous ces assureurs qui proposent des services assurantiels sur cette base de l'assurance équitable disent, et ils sont justifiés de le dire, écoutez, si vous voulez qu'on ne prenne pas en compte ces éléments-là, eh ben, vous faites appel à la sécurité sociale. Nous, on est loyal avec nos assurés. On ne veut pas leur en demander plus que l'assurance ne vaut. Et donc, on veut naturellement évaluer le risque. Et bien évidemment, le jour où on pourra se servir des tests génétiques, s'ils sont utiles, on se servira. Et c'est vrai d'ores et déjà à peu près dans toute l'Europe. Il y a très peu de pays où cela est interdit. Il y a la France, d'une certaine manière l'Allemagne, mais c'est parfaitement possible pour les assureurs de les utiliser aux Pays-Bas, en Belgique aussi, en Grande-Bretagne, aux États-Unis naturellement, etc., etc. Même si les pays vertueux restaient avec cela, ça ne serait pas tenable. Pour quelle raison ce ne serait pas tenable? Parce que du jour où un nombre très important d'assurés, de citoyens, connaîtront leurs déterminants biologiques de santé, génétiquement déterminés, eh bien, on voit très bien ce qui risque de se passer. Tous ceux qui, après tout, ont tiré le gros lot, du moins n'ont pas tellement eu la main lourde à la grande loterie de l'hérédité. Ils n'ont pas beaucoup de déterminants, ils n'ont pas beaucoup de prédispositions à des maladies. Alors ceux-là, ils vont aller sur des assurances en ligne. Et à l'Europe, on peut se faire assurer partout dans le monde. Des assurances non vertueuses qui calculent le coût de l'assurance en prenant en compte tous ces déterminants. Tout simplement parce que ça leur permettra de négocier une prime très basse. En revanche, ceux qui ont tiré les mauvais lots, qui savent que, ouïe aïe aïe, eux, ils auront voir les assurances vertueuses, les françaises, qui sans doute feront faillite très rapidement parce qu'elles ne pourront pas faire face. Car pour arriver à payer pour les mauvaises chances, il faut qu'il y ait des bonnes chances assurées. C'est ce qu'on appelle la contre-sélection. Et par conséquent, cette évolution de la connaissance des déterminants génétiques pose dans la société un problème considérable. Et l'évolution des mécanismes
est telle que la réponse, en réalité, elle n'est pas tellement juridique, elle n'est pas que juridique. Une loi de bioéthique qui interdit d'utiliser cela n'est que freinatrice, mais limitée à l'heure de la mondialisation, y compris des services assurantiels. La seule possibilité d'éviter ce système véritablement de la double peine, c'est que politiquement on décide qu'une partie extrêmement importante de l'assurance restera enracinée dans le principe de l'égalité, c'est-à-dire dans le principe de la sécurité sociale. C'est la seule possibilité. Si progressivement la sécurité sociale se désengage au profit d'assurances privées de ce type-là, le mécanisme que j'ai dit est totalement inéluctable. Totalement. Aujourd'hui, c'est un problème qui devrait être modifié dans la loi de bioéthique. Aujourd'hui, les seuls tests génétiques qui sont remboursés par la sécurité sociale, qui sont pris en charge, et d'ailleurs qui peuvent être faits légalement, le reste n'est pas interdit, mais ce sont des tests qui permettent de détecter une maladie dont une famille est affectée. Donc lorsqu'il y a un premier enfant est malade ou un parent a une maladie, rechercher une anomalie, tout ça, c'est quelque chose qui peut être fait. Cela étant dit, aujourd'hui, alors que les connaissances du génome augmentent, il y a une revendication qui a cru d'autant plus rapidement et impérativement que c'est possible dans presque tous les autres pays du monde. Voilà, il y a une femme, un homme, qui savent que dans leur famille, il y a eu des cas de mucoviscidose. Ils ne sont pas de la même famille, mais la mucoviscidose ou une autre anomalie de ce type-là. Ils veulent le savoir avant de se marier. Peut-être qu'après tout, ils hésiteront à faire des enfants, à se marier si ils ont un risque de le transmettre, peu importe. Et donc, ils demandent à ce qu'on détecte leurs caractéristiques de porteur. Est-ce une maman porteuse et un papa porteur? C'est ce que l'on appelle le diagnostic génétique préconceptionnel. Le diagnostic génétique, habituellement, est post-conceptionnel. Il peut être prénatal, préimplantatoire, je ne reviens pas sur ce point. Mais il peut également être préconceptionnel. Quand je dis que c'est interdit, là encore, ça ne l'est pas, parce qu'il suffit d'envoyer un peu de salive en Belgique ou en Espagne ou n'importe où, et on l'a. Mais ça n'est pas pris en charge, et normalement, les laboratoires agréés français ne peuvent pas le faire. C'est un problème moral et philosophique important. Les adversaires d'une autorisation large en France à ce diagnostic préconceptionnel ont peur que cela marque un pas vers une société encore plus eugéniste, où les tendances eugénistes sont plus fortes. Et c'est vrai, naturellement. L'eugénie, ça veut dire bien-être. Et éviter de faire des enfants parce qu'on sait que 1 sur 4 risque d'être malade est évidemment une mesure eugéniste. Ça ne fait strictement aucun doute. En face, de nombreux penseurs, auxquels je me rallie aujourd'hui, considèrent qu'il y a extrêmement peu de bases morales et philosophiques pour interdire à quelqu'un de savoir. La liberté, elle est double. Elle est la liberté de savoir et la liberté de ne pas savoir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imposer à quelqu'un un diagnostic de ce type-là. L'eugénisme d'État, évidemment, doit être condamné. Mais la liberté individuelle d'une personne qui sait qu'une caractéristique le concernant peut être acquise et qui le demande, me semble absolue. Et en revanche, les bases pour le lui refuser me semblent philosophiquement extraordinairement faibles. Donc aujourd'hui, le Comité consultatif national d'éthique
les instances de bioéthique, les états généraux de la bioéthique, ont demandé et ont préconisé à ce qu'il y ait une ouverture du diagnostic préconceptionnel. La ministre, Madame Agnès Buzyn, y est plutôt défavorable. Elle fait partie de celles qui est très effrayée du signal que cela donnerait d'une augmentation de la pression eugéniste. Donc, on verra. On verra. Un autre domaine lié aux connaissances génétiques qui va sans doute faire l'objet d'une discussion importante dans le cadre de la révision des lois de bioéthique, c'est ce qui concerne la filiation. Aujourd'hui, le don de sperme est anonyme et gratuit. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible pour un enfant qui sait qu'il est né de la fécondation de l'ovule de sa maman par un sperme de donneur de remonter à son géniteur. C'est la règle depuis tout temps. Et moi, cette règle me convenait parfaitement. Pendant très longtemps, la règle dans les couples stériles était de considérer que ce qui était important dans le couple, c'est le désir de cette femme et de cet homme d'avoir ensemble un enfant et de l'élever et de l'aimer. Et que, ma foi, faire appel à un sperme de donneur lorsque l'homme avait une azospermie, par exemple, c'était un détail technique, après tout, assez insignifiant, et on n'en parlait pas. Donc, l'enfant qui naissait avait une maman, un papa, et comme lui ne se posait aucune question, il n'y avait vraiment rien à lui dire. Mais les psychologues, les psychanalystes, et puis aujourd'hui, la Convention internationale des droits de l'enfant, implicitement, sinon explicitement, insistent sur le droit des enfants à la vérité de leur origine. Et donc aujourd'hui, et j'ai vu le changement se faire de mon vivant, aujourd'hui, les enfants qui sont nés par fécondation avec sperme de donneur en sont presque toujours informés. Et par conséquent, dans un certain nombre de cas, environ 1 sur 10, c'est la moyenne, ces enfants se mettent en quête de leurs origines. Et cette quête peut être très douloureuse. En effet, les 3 grandes questions qui sont les questions de l'enracinement anthropologique de notre humanité. D'où viens-je, qui suis-je, où vais-je? Commence par la réponse à la première question. D'où viens-je? C'est vachement difficile, enfin c'est plus difficile en tout cas, de dire qui suis-je si je n'ai aucune idée d'où je viens. Et donc on peut comprendre qu'il y ait cette tension à se réintégrer dans un lignage, et y compris se réintégrer dans un lignage biologique. Compte tenu de cette nouvelle donne, je fais partie de ceux, et déjà ça a failli passer à la dernière révision du bioéthique, qui recommande une évolution de la loi. Et en fait, que l'on calque les dispositifs pour les donneurs de sperme sur la révision de la loi sur la famille qui a été adoptée par Mme Ségolène Royal, ministre de la Famille, en 2001, pour les femmes qui accouchent sous X. Les femmes qui accouchent sous X doivent donner des indications non identifiantes, mais aussi des indications identifiantes. Si l'enfant plus tard, proche de sa majorité, demande à connaître qui était sa mère, il a droit de toute façon à connaître les indications non identifiantes sur cette mère. S'il demande à la rencontrer, et si elle est toujours vivante, alors on va demander à la femme si elle est d'accord pour rencontrer son enfant. Eh bien, me semble-t-il, une disposition de même ordre pourrait effectivement être adoptée en ce qui concerne
la filiation par donneur de sperme. Et aujourd'hui, il semble bien qu'il y aurait une majorité à l'Assemblée pour aller dans ce sens-là. Maintenant, on va passer à la transformation des génomes. Une maladie génétique, pour faire simple, c'est lié à une anomalie d'un gène qui n'assure plus sa fonction normale. Comme cette fonction était importante à des propriétés normales, il y a des anomalies de propriétés dont la conséquence est une maladie. C'est ça une maladie génétique. Dès qu'on a fait des progrès sur la connaissance du génome et dès qu'on a fait des progrès sur les recombinants d'ADN, c'est-à-dire les manipulations génétiques, on s'est dit que ça serait bien quand même de traiter les maladies génétiques quand il n'y a pas d'autre manière de les traiter en portant l'effort sur le gène lui-même. Mais pendant des décennies, on n'a pas su faire. Mais ce que l'on a su faire, ça fait déjà une vingtaine d'années de cela, en revanche, c'est dans des cellules, dans l'organisme, essayer de rajouter dans des cellules un gène extérieur qui lui assurait la fonction que n'assurait pas le gène endogène muté. Donc la thérapie génique n'était pas jusqu'à présent une microchirurgie réparatrice des gènes, c'était une prothèse génétique. Il y a un gène qui ne fonctionne pas, il y a une guibole qui ne fonctionne pas, et bien on met une prothèse, on met un nouveau gène. Tous les efforts et toutes les tentatives de thérapie génique procèdent de ce schéma. Moi, quand j'ai commencé à être un biotechnicien recombinateur, comment dirais-je, manipulateur d'ADN, j'avais comme rêve, évidemment, d'être capable de réécrire à volonté des génomes. C'était ça, le rêve de tout biologiste moléculaire faisant de la recombinaison d'ADN, était de le faire exactement, précisément, rapidement, pour pas cher. Progressivement, c'est devenu possible. Au fil des années, c'est devenu possible. Et aujourd'hui, avec un nouvel outil qui a été développé par deux femmes, une Française, Emmanuelle Charpentier, et une Américaine, Jennifer Doudna. Leur recherche fondamentale sur la manière dont des bactéries s'y prenaient pour résister à des virus leur a permis de mettre au point un système assez génial qui permet à volonté, avec ce complexe, c'est un ensemble de plusieurs molécules, qui permet de couper à un endroit précis de l'ADN et au niveau de la coupure, de réparer, de remplacer l'ADN qui est de part et d'autre par ce que l'on veut, sur une petite distance. Ce système, c'est ce que l'on appelle CRISPR-Cas, Cas9 aujourd'hui, il y a aussi Cas10, 11, 12, 13. CRISPR, C-R-I-S-P-R en majuscule, grand C, petit a, petit s, 9. CRISPR-Cas9. Et cet outil est tellement puissant qu'il est utilisé comme une boîte à outils, dans la boîte à outils, par n'importe quel biotechnicien, des végétaux, des animaux, des insectes, et pourquoi pas des humains, évidemment. Si au lieu de faire de la prothèse génétique pour une maladie génétique, on faisait de la réparation des gènes, ce serait mieux quand même. On ne l'a pas encore fait, mais on va le faire. Et honnêtement, ce serait mieux. Mais alors, comme on avait cette possibilité, on a reposé la question de la cellule au niveau de laquelle on réparait les gènes. Jusqu'à présent, on avait affaire à une personne malade et on essayait de faire entrer la prothèse génétique, le gène qui allait compenser la déficience du gène endogène, dans les cellules de l'organe malade. Les muscles, le foie, les cellules du sang, les globules blancs, suivant la maladie en question. La personne, si elle est guérie par cette thérapie génique, et elle ne peut pas l'être complètement, mais si elle est améliorée par la thérapie génique,
Il n'empêche qu'elle continuera à transmettre génétiquement à ses descendants le gène muté. Il n'y a que l'organe malade qui a été corrigé, pas les ovaires, pas les testicules, pas les ovocytes, pas les spermatozoïdes. Et donc ça fait très longtemps qu'on s'est dit, si on corrigeait l'anomalie au niveau de l'embryon, ça serait vraiment génial, parce que d'une part, toutes les cellules de l'embryon porteraient le gène correcteur, ou corrigé, maintenant avec CRISPR-Cas9, et en plus, le gène corrigé, la correction, intéresserait les ovocytes chez les filles et les spermatozoïdes chez les garçons, et donc les personnes cesseraient de transmettre la maladie. Le premier type de thérapie génique s'appelle une thérapie génique somatique, c'est ce que l'on a fait jusqu'à présent, et ça fait longtemps que l'on parle de la thérapie génique germinale, mais avec CRISPR-Cas9, évidemment, ça devient extraordinairement tentant. Si on arrive à corriger le gène muté au niveau de l'embryon, eh bien, ce sera tout de même mieux et plus efficace. Assez rapidement, considérant le projet, on peut se rendre compte qu'il était réaliste. C'est-à-dire que cette correction, cette thérapie génique germinale n'a pas beaucoup d'indications. Pour quelle raison? Prenons un homme et une femme qui risquent d'avoir et qui ont déjà eu des enfants atteints d'une maladie sévère. Et on veut faire une thérapie génique germinale. Donc, comment fait-on? C'est simple. On crée par injection hormonale une hyperovulation chez la femme. Avec une aiguille, on va ponctionner les kystes qui se forment pour avoir plusieurs ovocytes. On a 6 à 10 ovocytes. On les met en contact avec des spermatozoïdes du conjoint, du mari. On a donc 6 à 10 embryons. Et 2 de ces embryons, pour commencer, on les met dans les voies génitales de la femme en espérant qu'une grossesse pourra se développer. Si on veut corriger ces embryons ainsi formés par fécondation in vitro, comme évidemment d'après les lois de la génétique, il y en a des bons, il y en a des mauvais, on ne va pas corriger au petit bonheur la chance, même quand ça n'en vaut pas la peine. Donc on va déjà déterminer, parmi ces 10 embryons, lesquels sont les bons et lesquels sont les mauvais. Lesquels se développeraient en un enfant malade et lesquels ne se développeraient pas. Mais une fois qu'on a fait ça, évidemment, le plus simple, c'est quand même de remettre dans les voies génitales de la femme les bons et d'écarter les mauvais. N'importe quel esprit sensé, évidemment, ferait cela. Les indications de la thérapie génique germinale pour des maladies génétiques sont exceptionnelles. Il y en a un peu, pour les médecins, ils vont me comprendre, dans le cas où l'un des parents est homozygote pour une mutation dominante. Voilà. Donc, un homozygote pour une mutation dominante transmet la maladie à 100% de ses enfants. Mais quoi, c'est 1% des cas. Donc, je ne m'appesantis pas sur ces bizarreries du métier, les bizarreries de l'art. Très peu d'indications. Et pourtant, une énorme excitation mondiale. Pour quelle raison? C'est que s'il n'y a pas d'indication pour corriger une maladie génétique, il vaut mieux faire du tri d'embryons, il y a une indication pour améliorer les lignages. Si le but n'est pas l'homme réparé, mais l'homme augmenté, oui, c'est ainsi qu'il faudrait procéder. Et donc, derrière la frénésie des collègues médecins qui ont dit « c'est fantastique, regardez la thérapie génique germinale », ils ne sont pas plus cons que les autres. Hein. Ils savent bien que les indications sont très faibles. Ce qu'il y a derrière, c'est « oui, mais… hein ». Et le premier qui a sauté le pas, c'est donc Yi Jiankui. Yi Jiankui, avec des collaborateurs américains d'ailleurs, dont l'attitude dans l'affaire n'a pas été claire, a créé les 2, plus d'ailleurs les 4, premiers enfants soi-disant génétiquement améliorés. C'est le début d'entrée dans l'ère de l'homme amélioré. Amélioré entre guillemets, vous allez voir pourquoi.
Évidemment, ça a créé un émoi considérable, même en Chine, et il a été suspendu. Et l'Américain qui lui avait donné son aval est un peu en difficulté aussi. Mais enfin, peu importe, ça, ce sont les détails de l'histoire. Voyons un peu ce qui a été fait. Tout d'abord, écartons d'un revers de main la justification qu'a avancée Yi Zhonghui pour le faire. Il a dit, voyez les pères de ces enfants, et les petites filles qu'il a le plus étudiées, ces deux petites jumelles, qui s'appellent Nana et Lulu. Ces pères sont séropositifs pour le sida. Et donc, il s'agissait de protéger ces petites filles d'une infection par le virus du sida. Et par conséquent, j'ai inactivé le gène qui code le récepteur qu'utilise le sida pour rentrer dans les cellules. L'histoire est belle. On s'était rendu compte qu'en Afrique, dans une cohorte de femmes prostituées, qui évidemment en Afrique, 100% sont contaminées, c'est obligatoire, il y avait un très petit pourcentage, de l'ordre de 2 à 5% des femmes, qui malgré leur métier, restaient indemnes. C'est incompréhensible. Alors, on a étudié génétiquement ces femmes et on s'est rendu compte qu'elles avaient une inactivation du gène qui code ce récepteur, qui est le récepteur CCR5. Ce récepteur est une protéine qui décore la surface des cellules et le méchant virus les utilise comme un cheval de Troie. Il s'arrime sur cette protéine et de là, il saute dans la cellule. Et donc, quand il n'y a pas ce cheval de Troie, le méchant virus, il ne peut pas aller dans la cellule. Et ce qu'a fait Yi Zhonghui, c'est qu'il a inactivé le gène CCR5 par CRISPR-Cas9. Je vous ai dit qu'il fallait éliminer d'un revers de main cette justification. Elle est grossière. Car aujourd'hui, les hommes séropositifs n'ont aucune difficulté pour avoir sans aucun risque des enfants. Ils sont traités par la trithérapie jusqu'à ce que leur charge virale soit très faible. On prend leur sperme, on lave leur spermatozoïde. Une fois qu'il est bien lavé, presque dans une machine à laver, une fois qu'il est bien propre, on en prend un dans une aiguille et on l'injecte dans un ovocyte, ce qu'on appelle l'ICSI. C'est la méthode de référence de la fécondation in vitro aujourd'hui. Et procréer dans ces conditions ne comporte aucun risque pour la mère et aucun risque pour l'enfant. C'est affreux à dire, mais en réalité, le seul risque que ces filles soient contaminées par leur père serait qu'ils les violent. Ça reste une maladie sexuellement transmissible. Donc, évidemment, la justification est d'un très haut niveau de grossièreté. Mais bon, passons. Et essayons de voir si c'est sage quand même. Pour vous permettre de toucher du doigt combien le dessin lui-même est absurde. Imaginons que dans les années 1950, le docteur, il n'est pas professeur, Yi Zhonghui, ait déjà eu ces outils à sa disposition et qu'il ait voulu créer des lignages résistants à des infections virales menaçantes. À quelle infection virale aurait-il cherché à rendre les enfants résistants? Pas le sida, il n'existait pas. La polio, la variole, qui ne sont plus du tout des menaces. Dans une ou des générations, on est tous persuadés que le sida ne sera plus du tout la menace qu'il constitue aujourd'hui. Je vous ai dit que le destin était la rencontre entre des propriétés et un environnement qui n'était pas génétiquement déterminé. Or, l'environnement infectieux, dans une ou deux générations, personne ne le connaît. Et préparer des lignages futurs à résister à un environnement qu'on ne connaît pas est totalement absurde. C'est profondément et totalement absurde. Au-delà de cette affaire,
Essayons de discuter maintenant, plus généralement, le dessin transhumaniste. Le dessin transhumaniste a cessé d'être une bizarrerie d'Illuminati, de fêlés dans leur coin. Le courant transhumaniste mondial est d'une extraordinaire puissance. Il est parti des États-Unis, et aux États-Unis, il a pignon sur rue dans les plus importants des GAFAM. Kurzweil, Raymond Kurzweil, qui était le chef de file, le président de l'association transhumaniste américaine, est aujourd'hui le chargé de l'innovation chez Google, qui a un dessin transhumaniste clair. Google, c'est, s'il le veut, des centaines de millions, 1 milliard de dollars mis dans un dessin. L'homme de Facebook aussi s'est engagé dans cette voie-là. Et le courant transhumaniste, ça devient presque une norme de la pensée américaine. En France aussi, le courant transhumaniste est devenu important, très important. Son chef de file est un collègue à nous, qui est le docteur Laurent Alexandre, mais un grand philosophe que vous connaissez, un ami à moi, comme Luc Ferry, est également un partisan de l'utilisation du transhumanisme avec les arguments que vous pouvez imaginer. Donc on ne peut pas en parler comme de la réfutation rapide d'une bizarrerie. C'est non seulement un mouvement puissant, mais cela tend à devenir la norme de pensée. Les pères du transhumanisme avaient dans l'esprit que le progrès au stade où il en était devait être utilisé vraiment au profit de l'homme, pas simplement pour le guérir, pour le réparer, mais pour l'améliorer. Il y a une dimension prométhéenne, naturellement, dans le transhumanisme. Jusqu'à présent, le fanatisme, l'obscurantisme religieux prétendait que seul Dieu pouvait intervenir sur la propriété des êtres vivants et notamment de celui qui est sa créature privilégiée à son image, l'homme. Eh bien non, la science, au stade où elle en est, le peut. C'est ce qu'un jour James Watson m'a dit face à face, en conclusion d'une conférence où on s'exprimait tous les deux. En réalité, le transhumanisme fait plus confiance à la connexion entre l'intelligence artificielle, la micro-robotique et le cerveau qu'aux modifications génétiques. Mais il y a les deux. Le mouvement lui-même était le mouvement qui se définissait effectivement par ses initiales que vous connaissez, NBIC, etc. Le numérique, la biologie, l'informatique, les nanotechnologies, etc. Imaginons qu'il soit capable de faire apparaître un homme amélioré. D'abord, il faudrait demander qu'est-ce que c'est qu'un homme amélioré. Moi, je dirais qu'a priori, un homme amélioré, c'est un homme qui est capable d'être un meilleur artiste, un meilleur peintre, un meilleur maire, peut-être, une meilleure amoureuse, un meilleur amoureux, un meilleur père, que sais-je. Un homme dont les qualités humaines sont extraordinairement développées. L'idée de la manière dont on va s'y prendre pour obtenir cela est incertaine. Mais peu importe. Imaginons qu'effectivement, par l'interfaçage entre l'intelligence artificielle, le numérique, les nanotechnologies, les biotechnologies, on arrive à créer un post-humain, un surhumain. La question majeure qui mérite d'être discutée est celle de la finalité de l'activité humaine. On est un certain nombre de médecins ici
moi-même, je suis médecin. On est un certain nombre de personnes qui nous intéressons au handicap. Et moi-même, je suis président d'une très importante fondation qui recueille des fonds et finance des recherches pour aider les personnes handicapées. Lorsque nous transformons une personne malade en personne bien portante, lorsque nous permettons à une personne handicapée d'accéder aux attributs de la société, aux attributs d'une personne valide dans la société, nous luttons contre une inégalité de nature. Lorsque, grâce aux voitures, à l'électroménager, aux engins de levage, etc., aujourd'hui, une personne chétive peut avoir une aussi belle vie qu'un gros balèze, ce qui n'était pas du tout le cas il y a encore 100 à 150 ans, c'est évidemment la technique. Et à part dans le domaine militaire, la technique s'enorgueillit aussi de compenser, de lutter contre des inégalités de nature. Le dessin transhumaniste, c'est une inversion du dessin traditionnel de la science de la technique et surtout de la technique dans les disciplines biomédicales, puisqu'il est de créer des inégalités nouvelles, de créer une nouvelle aristocratie dont les propriétés sont considérables. L'idée selon laquelle on va transformer par interfaçage avec l'intelligence artificielle ou par biotechnologie 9 milliards, quand on saura le faire, d'humains est évidemment absurde, bien évidemment. Et cela mérite d'être discuté en soi. Est-ce que ce qui fait la légitimité de nos disciplines, de notre utilisation du savoir pour mettre au point des techniques, ne va pas être totalement remis en question, puisque ce qui sera en cause ne sera pas à contribuer à une meilleure égalité, mais au contraire, essayer d'aggraver les inégalités. Maintenant, mesdames et messieurs, je réponds à vos questions. Très grand merci à vous. Merci. Et juste vraiment un grand merci pour cet éclairage qui est extrêmement précieux. Donc en tant que modérateur, c'est moi qui devrais normalement relancer et poser les questions. Mais j'avoue, et ce n'est pas une forme de lâcheté, que je n'ai aucune envie de le faire. J'ai cru comprendre que l'air du temps était à la parole donnée à la salle. On est à un grand débat. Hein. Voilà. On a un grand débat. Alors non pas que je vois en vous des gilets jaunes surtout. Non, c'est pas ça. Mais simplement, je pense qu'il est beaucoup plus légitime que ce soit vous qui posiez les questions que moi qui monopolise la parole. Alors je serai modérateur par défaut. S'il n'y a pas de questions, évidemment, je prendrai le relais. Mais évidemment, n'hésitez pas à poser vos questions. Et je les fasse sans aucune difficulté. Je vous demanderai juste de vous présenter quand vous posez une question, même si là je vois que la main levée, je la connais. C'est la main du docteur Albert Roche, qui a longtemps présidé le Conseil de l'Europe. Merci, M. Kahn, pour votre intervention. Un petit renseignement qui me chagrine. Alors, sans thérapie génique, en principe, nos gènes restent les mêmes toute notre vie. Dans des maladies, par exemple, une maladie orpheline, qui est la maladie de Huntington, les troubles qui arrivent n'arrivent qu'à partir de 30 et 40 ans. Ce sont des troubles non seulement psychomoteurs, neurologiques et psychiatriques, alors que les gènes sont les mêmes depuis le début. Comment se fait-il que ces troubles ne se manifestent pas plus tôt y a-t-il une évolution dans la modification de ces gènes? Voilà, c'est une... Merci. Je vais vous donner un exemple qui va vous montrer ce dont il s'agit. On a beaucoup accusé les constructeurs de différents engins de programmer leurs engins pour l'obsolescence programmée. Eh bien, ce sont des gènes d'obsolescence programmée. Bonjour, je ne suis pas généticien, donc je peux me tromper sur ce point-là, mais je suis neurobiologiste. Et je suis un peu étonné par votre histoire sur la MAOA.
parce que je connais bien une autre histoire assez proche, à savoir le gène qui code pour la forme courte ou longue du transporteur de la sérotonine, associé au stress et qui, donc, en interaction gène et environnement, peut conduire à une augmentation du risque de dépression. Eh bien, cette histoire-là, il y a eu la première étude en 2003 publiée dans Science, ça fait effectivement un tabac, mais en fait, les études ultérieures ont complètement contredit cette étude initiale. Et autant que je sache, pour avoir lu notamment des revues de Keller, dans tous les domaines d'interaction gène et environnement pouvant conduire à des troubles mentaux, jusqu'à présent, il n'y a rien qui a été réellement confirmé par des études ultérieures. Donc je voudrais, êtes-vous vraiment sûr que l'étude dont vous parlez à propos de la MMOA a été confirmée par d'autres? Alors, à ma connaissance, il y a un autre papier, oui, et la raison pour laquelle je n'ai pas cité ce que j'avais fait à un moment donné, je n'ai pas cité l'exemple des deux formes de transporteurs, de recapteurs de la sérotonine, qui était pourtant un très très bel exemple, c'est que je sais parfaitement que cela, l'article sur lequel je m'appuyais n'a pas été confirmé. Pour ce qui est de la MAOA, à ma connaissance, il y a un autre papier extrêmement solide qui confirme cette donnée. C'est la raison pour laquelle je prends toujours cet exemple qui est tout à fait intéressant et significatif. Voilà. Bonjour monsieur, je suis reporter à Radio Campus. Est-ce que je peux vous laisser mon micro pour juste pour répondre à cette question? Merci. Alors, vous avez parlé de ce que je pense qu'on peut appeler des excès possibles de la science lorsqu'elle n'est pas contrôlée. En fait, ma question porte justement sur les moyens de contrôle des États. Est-ce qu'il ne serait pas souhaitable qu'il existe une instance internationale en capacité de puissance pour éviter des débordements scientifiques de ce type? Et la question corrélée, c'est existe-t-il des critères qui permettraient de rendre la méthode scientifique exempte de toute possibilité d'érasage? Je vais déjà répondre à cette deuxième question, puisque la réponse est évidemment négative. Toute science et toute technique, presque toute science et presque toute technique, a la double capacité de nuire et d'améliorer le destin humain. Un avion est un moyen extraordinaire pour permettre aux Valentines et aux Valentins de se retrouver le jour de la Saint-Valentin. C'est également un moyen extraordinaire pour parachuter des vivres et du matériel médical après un tsunami ou un accident. Et il peut être utilisé, il a été très utilisé aussi pour bombarder. L'énergie atomique, je pourrais dire la même chose, etc., etc., etc. Donc une grande caractéristique de l'augmentation du pouvoir humain est de pouvoir être utilisé au bénéfice ou au détriment. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la tension éthique, elle, ne peut pas cesser. Et d'une certaine manière, ça c'est une question philosophique, c'est une question de liberté. Chaque fois que l'humain a un nouveau pouvoir, une nouvelle puissance, comme il est libre, il peut l'utiliser pour bien faire ou pour méfaire, parce qu'il est libre. Et d'une certaine manière, entre guillemets, le mal est le prix à payer de la liberté. Et ce que l'on appelle éthique, c'est toute la réflexion pour essayer, d'abord au niveau de la réflexion et de l'action individuelle, et ensuite, lorsque l'éthique aboutit à des lois et inspire le législateur, au niveau de l'organisation de la société, essayer de faire pencher la balance, que ce progrès soit au bénéfice et non pas au détriment. Est-ce qu'une instance internationale pourrait éviter ces dérives? C'est une question qui a été discutée depuis très longtemps. Il y a un risque très important d'une instance internationale. C'est que rapidement, elle se mette d'accord sur le plus petit dénominateur commun en matière éthique, qui serait en réalité
la vision éthique de la puissance la plus riche et la plus technologiquement développée. Voilà. Et même à coup sûr, c'est ce à quoi on parviendrait. Et donc, malgré l'inconfort du système, le fait que chaque bassin culturel de population, avec ses références philosophiques, ses références historiques, religieuses, son histoire, essaye de parvenir au corpus d'une sagesse et d'une éthique dans lequel une société se reconnaît. Et qu'ensuite, fort de cet effort que l'on a fait, on essaye une harmonisation internationale et sans doute moins mal que cette instance mondiale qui dominerait tout. Vous parlez un peu plus fort, madame, s'il vous plaît. Mettez ça sur votre menton. Catherine Bonnier, pédopsychiatre. J'ai peut-être mal entendu, mal compris ce qui s'est évoqué tout à l'heure. Je voulais juste vérifier, je veux dire, comment dire, la notion d'expression du gène. Il me semble qu'on prend le gène pour un facteur de l'amovible, ça existe, ça n'existe pas, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Or, il me semble que c'est très mouvant, que ce dans quoi il baigne dans la cellule a un impact. J'avais été très étonnée, donc voilà, ça c'est ma question. L'anecdote, c'est que j'avais été très étonnée en lisant un livre de pharmacologie, dont j'ai découvert après qu'il était nord-américain, donc vraiment très pragmatique, et il y avait un chapitre sur l'impact des moyens thérapeutiques non chimiothérapeutiques sur l'expression du gène. Je me suis dit, si eux le notent, bon, ça m'avait fait sauter. Voilà. Mais ma question est celle donc, de l'impact du contexte. Voilà. Vous posez la question de la génétique et de l'épigénétique. Je n'ai pas parlé de l'épigénétique car je n'ai pas fait un cours de génétique. J'ai fait une conférence sur les problèmes éthiques posés par les progrès en génétique. Voilà. Mais néanmoins, je vais répondre précisément à votre question. Oui, vous avez tout à fait raison. Les gènes, soit ils sont actifs, soit ils sont inactifs, et entre les deux, leur niveau d'activité peut être réglé en fonction des besoins. Par exemple, les gènes de mon foie qui fonctionnent ne sont pas du tout les mêmes quand je mange du sucre ou de la viande, ou des graisses. Quand je mange du sucre, il y a des gènes qui sont totalement endormis et d'autres qui fonctionnent à toute vitesse. Et quand j'ai un régime extrêmement pauvre en sucre et riche en graisse et en viande, c'est l'inverse. Et c'est vrai dans vraiment tous les domaines. Donc, ce qui est important, c'est qu'un gène soit là et en plus, la régulation de la fonction de ce gène. Ce qu'on appelle épigénétique n'est pas seulement cela. Ce qu'on appelle épigénétique, c'est le fait que tout l'appareillage qui contrôle le niveau de fonctionnement d'un gène, cette gangue de protéines, d'histones, d'enzymes qui sont autour du gène et qui soit le stimulent, soit le freinent, et cela très rapidement. Certaines des modifications de ce système de contrôle du niveau de fonctionnement des gènes, qui sont induits par l'environnement, peuvent être transmis aux générations futures. Pas définitivement, ce n'est pas comme la génétique, mais peuvent être transmis sur un petit nombre de générations. On s'en est très bien rendu compte en suivant une cohorte de femmes et de leurs enfants qui avaient développé une grossesse qui était née dans les conditions d'approvisionnement extrêmement défavorables de la Hollande entre 1944 et 1947.
les femmes ont été en nombre sévèrement sous-nutries, avec sous-nutrition de l'enfant dans l'utérus de la mère, et les enfants étaient de petit poids. Et ces enfants de petit poids ont, avec une fréquence très augmentée, développé des hypertensions artérielles, des diabètes, des obésités. La génération d'après, à une moindre fréquence, on a vu les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire que ces modifications liées à l'environnement de ces mères et des enfants s'est transmis sur un petit nombre de générations. Ce qu'on appelle, au sens propre du terme, les modifications épigénétiques, réellement, c'est cela. D'une certaine manière, quand on parle de l'influence de l'environnement social, par exemple, sur le caractère, le fait, par exemple, que le fait d'être un enfant maltraité soit un facteur psychogénique très connu et parfaitement confirmé, ça, il n'y a aucun problème. Toutes les statistiques, vraiment là, le démontrent. Ce n'est pas une modification génétique, naturellement. Ce n'est pas une modification génétique. Ce sont des modifications qui, au départ, sont épigénétiques. Eh bien, chez l'homme, c'est difficile à faire, mais quand on a essayé de reproduire cela chez des animaux de laboratoire, des rats avant tout, on s'est rendu compte que quand on stressait des rats gravides et qu'ensuite on arrivait chez les ratons et les enfants grandis faire des tests de comportement, ils avaient des anomalies comportementales caractéristiques. Eh bien, eux aussi transmettaient sur un certain nombre de générations ces anomalies comportementales. Le domaine et le monde de l'épigénétique, c'est celui-là. Serait-ce de la marque que vous faites? Alors, ce n'est pas du Lamarck, mais évidemment, cela a à voir avec Lamarck. En gros, ce que l'on peut dire, il y a beaucoup de confusion et il y a beaucoup d'affirmations qui correspondent plus à des slogans qu'à des réalités. Le modèle de base de la biologie reste la théorie synthétique de l'évolution fondée sur le darwinisme et la sélection naturelle. Voilà. Mais, non, je continue. Et seules les mutations sont transmissibles toutes les générations. Ce dont je vous ai parlé, c'est une transmission dans un petit nombre de générations, etc. Cela étant dit, l'environnement peut intervenir. Et il peut intervenir de différentes manières, et on le sait bien. Quand vous mettez des bactéries dans un milieu qui leur est extrêmement hostile, vous voyez que ces bactéries vont s'adapter à toute vitesse à l'environnement hostile. Est-ce que c'est du lamarckisme? Non. C'est le dérèglement par des processus épigénétiques d'un système qu'on appelle un système SOS. Ce système SOS activé crée des mutations à haute fréquence, et comme il y a plus de mutations, il y a plus de chances, évidemment, d'avoir une sélection. On augmente la diversité et donc on augmente la sélection. Eh bien, l'épigénétique peut intervenir sur la fréquence des mutations et donc sur l'adaptabilité. Ça, c'est tout à fait vrai. Le darwinisme ne doit pas indiquer que l'environnement n'a pas de rôle. Il a un rôle sur le niveau de fonctionnement des gènes. Il peut avoir un rôle sur certains caractères qui se transmettent sur certaines générations. Et en plus, il peut intervenir sur la fréquence des mutations, c'est-à-dire sur la diversité sur la base de laquelle opère la sélection naturelle. Voilà à peu près, si vous voulez, la vision qu'il faut avoir aujourd'hui de cette relation entre le lamarckisme et le darwinisme. Est-ce que je peux vous poser une autre question? Tout ce que vous voulez. Il existe des gènes de susceptibilité. Je pense en particulier au diabète et à l'hypertension artérielle. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à terme, ces gènes de susceptibilité
si elles sont mises en évidence de façon régulière, vont entraîner des contraintes, effectivement, et que le non-prise en charge de ces gènes, enfin, du potentiel diabète ou de la potentielle hypertension artérielle, puisse entraîner évidemment des contraintes sur le plan, allez, je vais prendre un terme général, l'assurance maladie. Si vous ne voulez pas vous traiter, eh bien, est-ce que vous allez accepter d'être pris en charge par la société? C'est une réflexion tout à fait... Oui, naturellement, c'est un des points qui est tout à fait important et qui est très étudié, vraiment très très étudié. Et les systèmes d'assurance totalement privés, d'ores et déjà, en Grande-Bretagne enfin surtout aux États-Unis, puis en Grande-Bretagne c'est pas totalement privé, mais quoique la part y soit importante, aux États-Unis font peser des pressions de cet ordre-là. Le problème de susceptibilité pose cette question que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a une contrainte et pose des questions en règle générale sur les relations qu'il peut y avoir entre ces susceptibilités et l'évitement de la maladie à laquelle on est susceptible. Souvent, pour essayer de traiter cela et pour montrer qu'il faut avoir raison garder et ne pas perdre le bon sens, je raconte une histoire. Quel est votre nom, monsieur? Moi? Oui, votre prénom? Mon prénom, c'est Jean-Claude. Jean-Claude. Eh bien, voilà, l'autre jour, il y a Jean-Claude qui est venu me voir, moi, le professeur Kahn, avec son iPhone, sur lequel il avait chargé son génome, et il m'a dit, ben voilà, je vais être tout de même en bonne santé, j'ai des petits-enfants, je vais les voir grandir. Même vous êtes plus jeune, donc j'ai des jeunes enfants, je vais les voir grandir, et puis tous les ans, on dit bonne année, bonne santé, on a raison, il n'y a rien qui est plus important que la santé. Alors, voyez, docteur, dites-moi ce que je dois faire pour rester en bonne santé. Donc, moi, je vais mettre un fil sur votre iPhone, sur mon terminal. Vous revenez dans une semaine, ça tourne, vous revenez. Alors, professeur Kahn, qu'est-ce que ça dit? Ah, monsieur Jean-Claude, c'est très intéressant, vous savez. Il y a beaucoup de choses quand même, mais vous allez voir, c'est très intéressant. Je vais vous donner des conseils. Vous avez une petite mutation là sur les gènes qui codent certaines de vos apolipoprotéines qui interviennent dans le métabolisme lipidique. Et donc, vous avez vraiment une très très importante susceptibilité à l'athérosclérose, l'infarctus du myocarde, l'artérite des membres inférieurs, l'impuissance prématurée. Et par conséquent, la cécité. Et par conséquent, il faut vraiment, je sais bien que vous êtes bordelais, mais enfin, quand même, il faut vraiment que vous abandonniez totalement les foie gras, toutes les viandes grasses. D'ailleurs, le mieux est que vous fassiez des poireaux bouillis avec un filet de citron, votre ordinaire. Sans trop de sel, parce que vous avez également une anomalie de votre pompe proton-sodium. Vous êtes sensible à l'hypertension artérielle, donc il faut manger très très peu sodé. Puis il y a un petit problème dans les systèmes de réparation des dimères de pyrimidine que créent les ultraviolets dans votre peau. Donc, tout rayon de soleil peut favoriser l'apparition peut-être d'un mélanome ou d'un carcinome basocellulaire. Faites très attention. En réalité, ne vous exposez jamais au soleil. Jamais. Et puis, il y a un autre domaine dans lequel il ne faut pas vous exposer. Vous avez une anomalie du récepteur qui intervient dans la défense contre les maladies sexuellement transmissibles. Et donc, monsieur Jean-Claude, là encore, sortez couvert. Systématiquement. Ah, professeur Kahn, écoutez, c'est bien contraignant tout ça, c'est difficile, c'est bien contraignant. Mais je suis content d'être venu vous voir quand même parce que grâce à tout ça, je vais vivre vieux et en bonne santé. Vous savez, docteur Jean-Claude, vous savez, monsieur Jean-Claude, oui, je crois, mais je ne suis pas totalement sûr quand même. Il y a tout de même une certitude que j'ai, ce que je peux vous affirmer, c'est que la vie, elle vous semblera longue.
Pas d'autres questions? Monsieur? Vous m'entendez bien? Je l'entends très bien. Monsieur Kahn, Fondation Anthony Malhuret. Dans tout votre exposé, qui est justement dans ce que l'on attend dans une société à l'heure actuelle, nous sommes à un carrefour de société et d'une humanité, avec une espérance d'un côté et une désespérance de l'autre. Espérance tout à fait compréhensible des individus d'aller vers un désir de perfection, dans une notion de ce qui sera le mieux pour soi et pour ses enfants, et d'un autre côté, donc une dimension quantitative, et d'un autre côté une dimension qualitative, d'essayer d'aller vers un mieux vivre. Et nous sommes dans une impasse à l'heure actuelle parce que nous n'avons pas suffisamment de recul. D'un côté, il y a le transhumanisme, avec le quantitatif, on sait très bien que ce n'est pas un qualitatif, mais c'est simplement sous-entendu par des extraordinaires moteurs financiers au niveau planétaire. Alors, ce que vous avez abordé, me semble-t-il, c'est la notion de légitimité. Et dans notre société actuelle, ce que vous faites, c'est-à-dire d'essayer d'éclairer les consciences, de façon en portant l'information, que chacun puisse avoir une notion de libre choix et que l'on puisse aller vers une responsabilité qui soit anticipative, protectrice. Pourriez-vous nous expliquer, entre le chercheur, l'application, celui qui va recevoir, et les potentielles dérives de la science ou leurs effets positifs, quels pourraient être les moteurs de réflexion que l'on pourrait mettre à l'heure actuelle en marche au niveau sociétal pour essayer d'aller vers cette dimension éthique que tout le monde espère? Alors tout d'abord, ce que j'appelle éthique, c'est la recherche, la définition de l'éthique c'est toujours la même, hein. L'éthique est la recherche de l'action bonne, de la vie bonne, avec l'obligation de spécifier les valeurs qui la fondent. La vie bonne, c'est la vie bonne de l'homme, c'est l'épanouissement de l'homme, la possibilité de l'accès de l'homme au meilleur de ce à quoi il aspire, à son bonheur, à son autonomie, etc. etc. J'appelle bien tout ce qui prend en compte la valeur de l'autre, et mal, au contraire, tout ce qui nie la valeur de l'autre et nuit éventuellement à l'autonomie, à l'épanouissement de l'autre. Voilà, ma morale est extrêmement simple, ce n'est pas d'autre référence morale que celle-là. Ça veut dire que pour moi, la morale ne vaut que par rapport à l'autre. La morale par rapport à moi-même n'a pas de signification qui me parle. Et c'est à l'aune de cette réflexion que je traite la totalité des problèmes éthiques. En d'autres termes, un progrès scientifique est un progrès, il est un progrès scientifique lorsqu'il permet de faire beaucoup mieux, beaucoup plus vite, beaucoup plus performant qu'on ne le faisait auparavant, mais il n'est un progrès pour l'homme qu'à partir du moment où effectivement il peut augmenter l'autonomie, l'épanouissement, l'accès à la réalisation de ses aspirations, etc., etc., des humains. Et donc, c'est la question qui se pose. Je n'ai pas parlé d'un domaine de l'éthique qui est absolument fondamental, qui sont les neurosciences. Aujourd'hui, bien évidemment, dans le domaine des neurosciences, les extraordinaires, nous avons un collègue neurobiologiste ici, les extraordinaires progrès qui sont faits dans la connaissance des neurosciences, qui sont mobilisés pour des maladies autrefois difficiles d'accès, peuvent être utilisés également pour asservir les pensées, asservir les conduites. Il y a aujourd'hui, c'est lié au transhumanisme, derrière les techniques de stimulation intracrânienne ou transcrânienne pour développer telle ou telle capacité, des enjeux qui sont tout à fait considérables. À chaque fois, la question qui se pose est-ce que cette technique nouvelle est une chance pour ces valeurs que j'ai indiquées là? L'autonomie, l'accès à la réalisation de ses aspirations, l'accès au bonheur. L'accès au bonheur est tout de même ce que n'importe quel humain réellement cherche. Une technique neurobiologique qui va permettre à une personne qui souffre de troubles obsessionnels compulsifs absolument terribles de surmonter ces tics,
ces comportements stéréotypés et réitérés qui lui empoisonnent la vie, ça sera fantastique. Mais la même technique utilisée, à peu près la même technique, pour faire en sorte d'assujettir cette personne à un comportement, voire même à des pensées données, ce qui est également ouvert, sera bien évidemment tout à fait une contradiction à une des valeurs éthiques fondamentales qui est l'autonomie réellement des personnes. Alors c'est extrêmement subtil et on ne peut pas le traiter en disant telle technique, je l'ai dit tout à l'heure plus généralement, telle technique est bonne en soi, telle technique est mauvaise en soi. La question fondamentale, c'est la finalité réellement pour l'homme et comment on la fait respecter. Alors, comment cela peut-il être réalisé? Il y a 3 niveaux. Il y a le niveau individuel, les médecins, naturellement, se convoquent tous parfois au tribunal de leur conscience, mais ça n'a pas empêché, il faut bien dire, des horreurs médicales, des médecins criminels, et par conséquent, l'éthique des médecins n'est absolument pas une garantie absolue. Donc, quand un médecin peut dériver, les médecins, dans leur grande sagesse, et on a ici 2 présidents de l'ordre, ont édicté en leur sein un code de conduite, et c'est le domaine de la déontologie. La déontologie, c'est la morale qui repose sur les normes d'une profession, d'une activité qui est donnée. Donc, ces professions considèrent que... mais ça reste propre réellement aux médecins. Le niveau supplémentaire, c'est évidemment le législateur, c'est le peuple. C'est le peuple à travers des députés. Je veux dire, on n'est pas dans une religion laïque. Il n'y a pas de docteurs de la foi républicaine qui vont indiquer ce qui est bien et ce qui est mal. Et donc, l'exercice, par exemple, des discussions des états généraux de la bioéthique correspond à cette volonté d'essayer, par un débat aussi large que possible, d'aboutir à ce que, de manière indirecte, par l'intermédiaire des élus du peuple, le peuple dise, dans telle ou telle utilisation de telle nouvelle possibilité, nous considérons qu'il faut se garder d'aller dans cette voie-là. Il faut bien voir que, pour ceux qui sont défavorables, en disant ça nuit au progrès, qui sont défavorables à l'intervention de la loi dans le domaine de l'éthique, elle est indispensable. Car si la loi n'intervient jamais dans le domaine de l'éthique, tout ce qui est rentable et faisable sera fait. Voilà. Si vous voyez bien que tout ce qui est faisable et rentable ne peut pas être fait au nom des valeurs de notre société, ben, il faut que la loi statue là-dessus. Merci beaucoup. Je crois que nous avons terminé ces questions, terminé ces rencontres d'Hippocrate. Merci encore au professeur Kahn. Je voudrais juste ajouter, avant que nous les séparions, le professeur Kahn sera demain à la librairie Mola pour évoquer un ouvrage, une autobiographie qui s'appelle Chemin, car décidément cet homme a tous les talents. C'est très différent. J'ai marché toute ma vie, je suis un grand marcheur devant l'Éternel, j'ai dû faire 100 000 km à pied dans ma vie, et donc c'est une autobiographie d'un homme en chemin. Et puis il sort cet ouvrage, voilà, cet ouvrage va sortir le 7 mars, l'éthique dans tous ses états. Donc ne le cherchez pas, il n'est pas encore dans le commerce, je suis un affreux privilégié, il me l'a donné. Voilà, à partir du 7 mars, vous pourrez le trouver. Le 25 mars, pensez aux prochaines rencontres d'Hippocrate sur l'intelligence artificielle. Elles auront lieu dans la salle Ozone, qui est rue de la Vieille Tour. Chez Mola. Voilà. Et puis un dernier mot de remerciement aux étudiants et étudiantes du... La rencontre demain, c'est à Ozone également. C'est à Ozone demain soir, c'est pas les deux là. Donc je disais un remerciement aux étudiantes et aux étudiants du Master de la Santé d'avoir mis un petit peu d'huile dans les rouages, au passage de micro, votre accueil, et puis le compte-rendu qui sera fait de cette précieuse conférence. Voilà, merci à tous. Professeur Bloch, simplement un point pour ne pas tromper. Dans ce livre-là, l'éthique dans tous ses états, je ne parle pas du tout de bioéthique. Pas du tout. C'est l'éthique et la guerre, l'éthique et la loi, l'éthique et la révolte, l'éthique et la violence, l'éthique et les armes, l'éthique et l'immigration, l'éthique et l'Europe, l'éthique et l'art, l'éthique et l'environnement. C'est-à-dire l'injonction éthique et la pensée éthique
en rapport avec une question qui m'a été posée, dans tous les domaines où nous nous posons la question de la vie bonne en dehors de la médecine et de la biologie.